Gênes, on en parlait au passé. Un vieux port de la Méditerranée, des cargos géants, des usines rouillées, quelques pages dans des livres de classe. Christophe Colomb était né là-bas. C'était une rente suffisante. Il a fallu réécrire les guides touristiques de Gênes. Elle est devenue la ville creuset d'une génération. Celle où les enfants de la fin de l'histoire ont redécouvert l'histoire. Celle où l'un de ses enfants est mort aussi. Carlo Giuliani, 23 ans. C'était en juillet 2001. Tous les accès au port étaient bloqués. C'était un G8, comme on dit dans les journaux. Les chefs d'État dormaient sur des bateaux de croisière, ancrés dans la rade. Tous les matins, ils mettaient pied à terre pour discuter des affaires du monde. Un défilé de berline avec vitres teintées les déposait au Palais Ducal, derrière la grande fontaine. Le gouvernement italien avait dressé une muraille pour protéger le sommet des manifestants, la zone rouge. Un immense arc de cercle de grilles et de béton qui embrassait le port et la moitié de la ville. Jusqu'à Gênes, on s'était rendu aux manifestations tête baissée, presque spontanément. De Seattle à Prague jusqu'à Göteborg. La nouvelle contestation anticapitaliste allait de l'avant. Il y avait bien eu des violences de ci, de là, jamais de tragédie. À Gênes, il s'est créé une nostalgie. Le moment où une génération se dit qu'elle a vieilli. Elle avait un peu plus de 20 ans. Leïla Dakli a grandi en Tunisie. Elle a découvert le droit de manifester en France pendant la guerre du Golfe. Elle faisait des gâteaux pour les cheminots lors des grèves de 95. À Gênes, elle était un genre de relais d'information entre les différents cortèges. Et elle aimerait pouvoir rêver en paix. Gênes a, je crois, de toute façon changé beaucoup ma vie. Et étrangement, je crois que ce qui a beaucoup changé ma vie, c'est l'impression d'être miraculée en permanence à Gênes. C'est-à-dire d'être passée en permanence entre les gouttes et d'avoir vu à côté les gens tomber, se faire massacrer. Et mon premier séjour, donc début mai, j'avais rencontré des Génois, des militants, et on avait exploré la ville un petit peu aussi rêvé sur ce qu'on pouvait faire, un petit peu. C'était bon, c'est ça, c'est une ville ancienne, c'est une ville pleine de mémoire, c'est une ville résistante, une ville. Oui, c'est ça, puis une ville de trafiquants aussi, une ville de pirates. Donc il y avait tout cet imaginaire qui forcément était présent dans les rues, dans les impasses, dans les égouts même, dans les toits. En fait, la ville a commencé à se transformer vraiment tôt, parce qu'il fallait tout refaire. Donc il y avait des opérations d'embellissement et donc de nettoyage de la ville. Et donc moi j'ai vu des quartiers entiers se murer. Donc la zone près du port, qui était la zone la plus dense en population immigrée, effectivement en partie insalubre, mais et où vivaient des centaines et des milliers de personnes. Elle a été déclarée zone insalubre, elle a été complètement. Enfin, on voyait plus que des échafaudages et des immeubles murés. La plupart des immeubles étaient murés. Silvio Berlusconi venait de remporter les élections. C'était son premier grand sommet. Tout devait être propre, efficace. Il avait fait accrocher des faux citrons aux arbres, interdit aux Génois de pendre leur linge aux fenêtres. Les immigrés avaient dû quitter le centre-ville. Dans les semaines avant Gênes, un carabinier avait été blessé par un colis piégé. Tout le monde entretenait les rumeurs. Les services de renseignement italiens, les journaux. Il disait que les manifestants collectaient du sang contaminé pour attaquer la police. On racontait aussi que 500 cercueils avaient été commandés, au cas où. Autour de la zone rouge, les policiers étaient souvent pris à partie. Voi siete dei bravi ragazzi che magari volete mangiare il pane, ma lo sapete per quali banditi lavorate?
Lavorate per dei banditi, per dei criminali, per degli assassini. Lavorate per della gente così, non ve ne rendete conto. Questi sono vostri fratelli, non li riconoscete, no? Guardateli bene in faccia, sono vostri fratelli, guadagnano come voi, mangiano come voi. Quelli là c'hanno le puttane. Ce qui m'avait choqué le plus dans la construction du mur de la zone rouge, c'est le fait que ça changeait totalement la perception de la ville. Il fallait en tenir compte en permanence pour se déplacer, que ça changeait tout simplement tout à la vie des gens. Mais comme il restait à peu près que nous dans la ville, ça nous changeait la vie concrètement, quotidiennement. Et puis ça faisait de cet espace un espace complètement prison. On pouvait s'en enfuir, on pouvait partir dehors, on ne pouvait pas y rentrer. Et on voyait des gens derrière en train de regarder. Et puis bien sûr tous les policiers qui s'étaient postés autour, etc. Et c'est vrai que je pense que d'abord ça n'a pas été pour moi un lieu, j'allais dire, de réflexion sur la stratégie. Ça a été vraiment une sorte d'énorme chape. Et dès la veille au soir, il commençait à construire, il commençait à s'installer, à rapprocher ces socles de béton. Et on voyait vraiment notre espace se restreindre et puis cette violence se matérialiser, se concrétiser, se souder. Enfin, c'était vraiment très choquant et très violent. Le vendredi 20 juillet au matin, Leïla est partie très tôt. La veille, 50 000 personnes avaient manifesté en faveur des immigrés clandestins. Tout s'était déroulé dans le calme. Leïla défilait avec les Pink, autrement dit le cortège rose. Dans la contestation nouvelle, les fractures des vieilles extrêmes gauches se sont dissoutes. Il n'y a plus de Mao, plus de pro-chinois, plus de Trotsko. Il y a des tactiques et des couleurs pour incarner ces tactiques. Le cortège rose revendique la frivolité radicale, une subversion festive entre street party et gay pride. Sur un point au nord de la ville, c'est une amie de Leïla, Élise, une fille de Toulouse, qui a tenté de faire tomber les grilles de la zone rouge. En fin de matinée, les Pink ont été repoussés à coups de lance à eau et de lacrymogènes. Plus au nord encore, sur la place Manine, c'était Leïla qui donnait des nouvelles. Pour beaucoup, Gênes aura été une série de fuites et d'errances. C'est vrai que Gênes, c'était pas que ça, mais les moments... De fait, c'était peut-être dû à ma fonction de... Voilà, j'avais ce téléphone et je recevais les nouvelles et je recevais... J'ai pas reçu de rumeurs, j'ai juste reçu des signaux comme ça de voix en plus, de gens que j'aimais, de gens qui étaient proches, qui me disaient... et c'était toujours des moments où j'étais seule, ou quasiment seule, parce que je passais entre les gouttes, parce que je sais pas par quel miracle en fait. J'étais là et on me disait... non, on va pas là. Enfin, quasiment comme à l'aveugle, j'étais guidée par des voix et par des rencontres aussi, parce que quand j'ai passé le cortège des désobéissants, j'ai croisé un ami italien qui revenait du chaos et qui avait des douilles dans la main et qui était complètement perdu et qui m'a dit passe pas par là une nouvelle fois. Là-bas, ils tirent sur des gens. Moi, je veux rentrer chez moi. Et qui est juste passé, qui était dans un état de choc. Oui, donc il y a ces voix et ces visages dont je me souviens qui ont marqué ces moments-là. Même si je crois quand on dit... oui, quand on te dit simplement, il y a eu un mort, ça veut pas dire... Enfin, oui, presque ça veut pas dire grand-chose quand... Parce que de fait, il m'a dit passe pas là, mais je suis quand même passée parce que... De toute façon, on était tous là, on n'avait pas le choix et on comprenait pas bien ce que ça pouvait vouloir dire parce qu'on avait vu tellement, moi j'avais vu du sang, vraiment Piazza Manine, on a vu des gens se faire massacrer, des gens en sang partout et ça devenait une espèce de paysage de terreur. Hein. Il était autour de 3 heures dans l'après-midi du vendredi. Leïla s'était mise à l'abri, plus haut. Sur la place Manine, il ne restait que les pacifistes de Lilliput, main blanche, quelques militants du Pink. Une dizaine de militants du Black Bloc étaient passés par là. Ils avaient tenté de se fondre avec les autres manifestants. Enfin, c'était comme ça à Gênes. Ça ne servait à rien de mettre les bras en l'air.
de l'innocence, c'est un... Je crois qu'on s'y attend toujours forcément à un moment. On sait ça, enfin on sait théoriquement. Alors bien sûr, oui, c'est ça qu'on peut appeler la fin de l'innocence, c'est simplement expérimenter quelque chose qu'on devine, hein, mais oui peut-être, mais j'aime pas beaucoup l'expression telle qu'elle est, parce que je crois que on n'a pas cette innocence-là, je sais pas comment dire. Oui, on peut pas avoir cette innocence-là. Maintenant, on peut aussi... Oui, et en plus, il n'y a pas de fin à cette innocence-là. On peut toujours penser que ça peut pas arriver. Et c'est vital de penser que ça peut pas arriver. Que ce type d'acharnement et de violence partout. Voilà, je crois que... Donc oui, mais il y en aura d'autres. Je pense que si ça recommence, il y en aura d'autres, j'espère que non. Mais j'imagine que si ça recommence, ça sera encore la fin de l'innocence. Jamais il y aura de... On s'habitue pas à ça. Je pense que... Ouais, voilà, c'est tout. Federico Martelloni est étudiant en droit à Bologne. Il était le plus jeune porte-parole des Tutte Bianche, un mouvement d'influence zapatiste né à la fin des années 90 en Italie. Jusqu'à Gênes, il croyait à la possibilité d'une lutte de symboles et de mots. Sarebbe un errore credere che il G8 cominci con i giorni di Genova. In realtà le Tutte Bianche, io con loro cominciamo a ragionare di Genova addirittura in una giornata di gennaio, in un'assemblea di gennaio a Venezia. Ed è un'assemblea in cui decidiamo di scommettere sulla possibilità di costruire Genova come il più grosso evento del movimento dei movimenti, del movimento che si batte contro la globalizzazione capitalistica. Genova inizia pubblicamente, ufficialmente, anche se se ne era parlato nei mesi precedenti, il 26 maggio del 2001 con la dichiarazione di guerra ai potenti dell'ingiustizia e della miseria dichiarata appunto a Genova, a Palazzo Ducale. E lì si sente molto la derivazione zapatista, diciamo, di questo tipo di immaginario che le Tutte Bianche tentano di evocare, perché è una dichiarazione che viene fatta da una cinquantina di persone in tuta bianca e passamontagna, più 3 persone senza passamontagna. Io ero una di quelle. C'est là que le quiproquo de Gênes a commencé, avec ses combinaisons blanches. La déclaration de guerre des Tutte Bianche n'a pas été comprise. Ils avaient repris la leçon du zapatisme. 111 d'entre eux revenaient juste du Chiapas, dont Federico. Là-bas, ils avaient servi de garde du corps au sous-commandant Marcos. Ils en avaient tiré une stratégie de résistance pacifique, se démarquant radicalement du terrorisme des Brigades Rouges. En orchestrant cette déclaration 2 mois avant le sommet du G8, ils pensaient manipuler du symbole, jouer une guerre médiatique. Quello che ricordiamo come simbolo di questa marcia sono le molte mani che si stringono intorno ai comandanti, il cerchio che gli abbiamo fatto intorno. E l'ultimo cerchio è stato probabilmente quello che abbiamo prodotto intorno a Città del Messico, quando loro hanno parlato a 1 milione di persone. Vogliamo ricostruire questo cerchio, soltanto che questa volta, al posto che proteggere chi lotta contro l'impero, questa volta chi sarà circondato da questo cerchio sono proprio i vertici di questo impero. Questo faremo a Genova e questo sarà il nostro assedio. La dichiarazione di guerra fu scritta la sera prima che fosse recitata e fu scritta dopo una notizia che era uscita sui giornali nazionali, su Repubblica, su Il Corriere della Sera, su tutti i giornali italiani, producendo grande scalpore, ed era la notizia secondo la quale a Genova ci sarebbero stati i militari a proteggere il vertice. Cioè
Cioè, oltre alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza, ai corpi che ordinariamente sono impiegati nelle azioni di piazza, ci sarebbero stati anche militari dell'esercito. Questo elemento fu quello sul quale cominciammo a ragionare, pensando al fatto che si trattavano i manifestanti come dei nemici di guerra. E per rovesciare questo tipo di piano scegliemmo come contromossa di scrivere questa dichiarazione di guerra. Era evidentemente una dichiarazione di guerra non solo virtuale, ma in qualche modo paradossale. Era un modo di giocare con la guerra per cercare di depotenziare questo tipo di arsenale comunicativo che il Ministero degli Interni, che il governo aveva messo in atto. Jusqu'au vendredi matin, tout n'a été qu'une escalade sur le thème de la guerre. Chaque jour, les journaux italiens jouaient la confrontation. Une image de policier d'un côté, un manifestant de l'autre. Pour Gênes, les Tutte Bianche avaient abandonné les combinaisons blanches. C'était pour s'entendre avec les autres militants, en particulier du sud de l'Italie. Désormais, on ne disait plus Tutte Bianche, mais désobéissants. Une tactique qui consiste à repousser les frontières de la légalité par la résistance non violente. Quand ils sont sortis du stade Garlini, ils étaient plus de 8000, couverts de mousse, encasqués. De vrais petits soldats. Une armée de chiffons. Il était 2 heures lorsqu'ils ont commencé à faire route en direction de la zone rouge. Un peu partout, devant leur cortège, on voyait des fumées noires. C'étaient des voitures brûlées aux 4 coins de la ville par les militants du Black Bloc. Le Black Bloc. Le terme a pris de la visibilité à Seattle, en novembre 1999. En Allemagne, c'est une expression qu'employait la police pour désigner les groupes anarchistes. À la différence des Pink et des désobéissants, les Black Blocs n'excluent pas l'action violente contre les biens, cassage de voitures haut de gamme, de bureaux de banque, d'enseignes de multinationales. Toute la matinée du vendredi, plusieurs centaines de Black Blocs sont restés dans le centre de Gênes. Sur la Piazza Danovi, à proximité de la zone rouge, ils se sont équipés de pierres et de bâtons sans être dérangés par la police. Ils ont d'abord été rejetés par les autres manifestants, paysans et syndicalistes qui occupaient les places. Puis sans distinction, les policiers ont chargé. Certains ont reflué vers la mer, d'autres vers le nord de la ville, et la place Manine. Federico et le cortège des désobéissants savaient que les affrontements avaient déjà commencé dans le centre-ville. Ils ont pourtant décidé d'y aller. Alors qu'ils approchaient de la zone rouge, la guerre symbolique qu'ils souhaitaient mettre en scène n'était déjà plus un jeu. Abbiamo cominciato a sistemarci in corteo. Io mi sono subito informato per capire dove erano i compagni di Bologna, a che altezza del corteo. Mi ricordo che ero molto felice del fatto che alla testa del corteo si fossero messi i compagni e le compagne del Forte Prenestino che avevano dipinto gli scudi e che li avevano resi ancora più colorati, giocosi, ironici. E mi ricordo che aprivano il corteo 8 corpi con 8 volti di maiali. Ed era anche un elemento dissacrante rispetto all'attenzione fra virgolette militare che si era costruita da parte dei media sulle tute bianche. Come dire, era una cosa che mostrava i caratteri di questo esercito, e cioè la facoltà di parola, la capacità di essere ironici, dissacranti, sdrammatizzanti. E mi ricordo che mi ripetevo di dover riuscire a dire dal camion e riuscire a spiegare dal camion
che eravamo un esercito protetto, perché eravamo un esercito di uomini e donne che avevano paura e non coraggio, esattamente il contrario, forse generosità, però certamente paura. È un corteo che è munito di una serie di strumenti di difesa. Sono gli strumenti della disobbedienza civile, sono protezioni. Noi non abbiamo armi offensive e oggetti atti ad offendere, perché la nostra intenzione è semplicemente usare il corpo per invadere la zona rossa. Perché il mondo è pieno di zone rosse. Quella di Genova non è né la prima e purtroppo né l'ultima delle zone rosse che si creano in questo mondo. È la stessa stessa linea rossa che è sulla frontiera d'Europa, quella frontiera insanguinata dal sangue dei migranti che non possono attraversare le frontiere. Vers 3 heures de l'après-midi, le cortège des désobéissants approchait de la zone rouge. À cette heure, Leïla et le cortège des Pink étaient encore à la place Manine, plus au nord. Ils n'avaient pas voulu de ce pastiche guerrier fait de boucliers en plexiglas et d'armures en caoutchouc. C'était la première fois que les désobéissants étaient si nombreux. Les carabiniers ont chargé les premiers. Ils n'ont pas respecté les engagements qui avaient été pris par la préfecture de laisser les désobéissants défiler jusqu'à la gare de Brignoles, 400 mètres plus loin. La déclaration de guerre avait été prise au sérieux. Mi ricordo questo rumore violentissimo dell'urto dei manganelli sugli scudi, delle persone che andavano avanti, delle altre che andavano indietro, una grande ressa, e noi che non riuscivamo a capire e che non riuscivamo a spiegare. Tentavamo di immaginare rispetto a quello che prevedevamo che le maschere antigas funzionassero, che gli scudi collettivi reggessero una carica di contenimento, perché era la carica di un corteo che non voleva attaccare nulla, voleva solo avanzare lentamente. E quando ha cominciato a diradarsi il gas abbiamo cominciato a vedere le prime teste sanguinanti, moltissimi scudi a terra, le persone che vomitavano per il gas, delle maschere blu lanciate, e abbiamo cominciato a capire che c'era qualcosa che stava andando diversamente da quello che pensavamo. Il corteo ha avuto il tempo di arretrare un po' e di ricompattarsi. Il camion in quel momento era d'intralcio perché aveva imboccato via Tolemaide, che era molto stretta, un budello, e aveva il problema di ostruire la fuga dei compagni che altrimenti rischiavano di rimanere fissati, schiacciati davanti, mentre dopo una carica è fisiologico che si arretri, anche se si è pronti a tenere. La cosa che io mi ricordo come sensazione, sono sceso anche dal camion un attimo a vedere che stava succedendo, è una grande paura, perché ho visto un mio compagno del TPO che si chiama Luca con la testa che gli sanguinava. E tutti che dicevano pazzesco, incredibile. Cioè, ho subito avuto la percezione del fatto che per tutti era una cosa molto nuova et qualitativamente molto diversa. Federico est resté à l'arrière. Il n'a pas suivi les autres à l'avant du cortège. Il n'a pas vécu ce moment étrange où ils ont cru pouvoir gagner. C'était après la première charge. Le cortège avait explosé. La riposte des désobéissants ne pouvait plus être distinguée de la tactique des Black Blocs. Leur guerre de symboles laissait la place à une guérilla urbaine, avec des vainqueurs et des vaincus. Les combats de Russes se sont poursuivis longtemps encore. Il y a eu des charges et des contre-charges, de vagues barricades et de vrais blessés des deux côtés. C'était bien naturel. Chaque génération a besoin de sa guerre. Quelque chose n'a pas été compris dans la bataille de Gênes, quelque chose d'existentiel. Le désir de se battre quand tout conspire à l'ennui. Credo che Genova sia indimenticabile, credo che segni la fine di un ciclo di lotte. E credo che io non vivrò mai più 3 giorni come quelli che ho vissuto a Genova. E non vivrò mai più mescolate insieme quegli entusiasmi, quelle emozioni e quella paura
pazzesca che ho provato durante i giorni del G8. Però alla domanda se lo rifarei, la risposta è sì. Magari tenendo per mano Carlo. Giuliano Giuliani est syndicaliste. Il vit sur les hauteurs de Gênes. Il est le père de Carlo, le jeune manifestant de 23 ans mort en fin d'après-midi le vendredi. Au lendemain de la mort de son fils, il était intervenu à la télévision pour un appel au calme. Depuis, il a découvert une génération qu'il connaissait mal. Non ritengo che sia molto significativo che cosa abbia fatto io il 20, ma al mattino sono stato in cooperativa come gli altri giorni e poi nel primo pomeriggio, percorrendo l'autostrada che da Bolzaneto viene verso il centro, assolutamente da solo perché non c'era nessun altro su quell'autostrada, sono arrivato a casa e ho cominciato a seguire le notizie che venivano da un paio di televisioni locali che trasmettevano dei servizi. E ricordo che una cosa che mi colpì fu che la televisione riprendeva un tratto della piazza che è davanti alla stazione Brignole e il telecronista segnalava, al di là del tunnel della ferrovia, la presenza di fumi, di scoppi. Erano i cosiddetti black bloc che probabilmente incendiavano un distributore di benzina, come poi si è saputo. E lo stesso telecronista diceva che attendeva da un momento all'altro il fatto che le forze dell'ordine andassero in quella zona per far cessare quelle devastazioni. E non si è mosso nessuno. Alle 3 ho telefonato a Carlo. Carlo mi ha risposto. Era a Piazza Manin. Mi ha detto che sì, c'era qualche problema, ma di stare assolutamente tranquillo. Io nel tardo pomeriggio, nella serata, ho seguito ancora per televisione quello che era successo quando si è diffusa la notizia che un ragazzo era stato ucciso. La televisione italiana parlava di uno spagnolo e anche dalle immagini che sono state diffuse non ho proprio riconosciuto Carlo. Neanche mia moglie è stata capace di questo. Anzi, mia moglie alla sera disse: poveretta quella madre. Poi quando è stata diffusa la famosa foto Reuters, a me è parso di riconoscere sulla spalla destra di Carlo il tatuaggio e ho avuto una specie di svenimento. Probabilmente era il rifiuto di voler pensare a una cosa così terribile. À 3 heures, Carlo Giuliani, ici torse nu, passait sur la place Manine, au même moment que Leila. Il était ensuite descendu pour rejoindre le cortège de Federico sur la Via Tolemaide, plus au sud. Il avait mis un maillot de corps blanc et une cagoule. Au milieu de la rue, là. C'est lui. Carlo Giuliani n'était d'aucun cortège. Ni festif comme les Pink, ni aussi rhétorique que les Tutte Bianche, pas aussi anarchiste que les Blacks. Le matin, il avait pensé partir à la plage. À 5 heures passées de quelques minutes, il participait comme beaucoup d'autres au combat de rue, pour répondre aux charges de la police.
C'est là, à 17h27, sur la piazza Alimonda, à proximité de la Via Tolemaide, que Carlo Giuliani a été tué. Poi verso le 11 hanno suonato alla porta di casa. Era la polizia che ci ha detto che dovevamo andare in questura. E allora ho capito quello che era successo. E poi in questura ci hanno detto in maniera molto esplicita e senza troppi preamboli che si trattava di Carlo. Poi ci hanno impedito di vederlo perché il corpo era stato messo sotto sequestro e abbiamo potuto farlo solo il sabato mattina. È stata, come è facile immaginare, la cosa più devastante che possa succedere a due genitori, perché perdere un figlio è contro natura, è proprio contro natura, perché sono i figli che ti devono portare sottoterra, non devi farlo tu. Le jour anniversaire de la mort de Carlo Giuliani, fin juillet 2002. Il y avait du monde sur la Piazza Gaetano Alimonda. Leila et Federico étaient là aussi. On ne les a pas vus. La place débordait de toutes parts. Ils étaient environ 100 000 à avoir fait le voyage retour. C'était un anniversaire étrange. Il y avait des ballons comme pour une kermesse, des visages tristes comme pour une messe. On ne célébrait pas un mort, mais un martyr, une icône, un jeune homme comme tous les autres. Le jour anniversaire de la mort de Carlo Giuliani, il y avait aussi une pensée qui liait tous les visages. On avait trouvé un héros pour incarner la lutte.
Les journées de Gênes auraient pu s'arrêter là. Une génération qui joue à la guerre contre une police mal préparée qui ne connaissait pas la ville. Des corps de carabiniers et de police qui cognent au-delà de l'acceptable et qui avaient carte blanche pour défendre la zone rouge. Un mort, des dizaines de blessés pour la seule journée du vendredi. On aurait pu croire que les brutalités policières de Gênes n'étaient qu'une série d'accidents et de malentendus. Seulement voilà, les violences ont continué. Le lendemain, samedi 21 juillet 2001, dernier jour du sommet, toutes les organisations avaient décidé de défiler ensemble. 300 000 personnes étaient descendues sur la grande avenue le long de la mer. Les affrontements ont commencé à l'avant, puis il y a eu, comment dire, un nettoyage. Here is water. La lingua no, la lingua. Guillermo! Mark Covell dit Sky. Il était programmeur pour une société internet à la fin des années 90. À Gênes, il collaborait pour Indie Media, un réseau d'information indépendant. Il travaillait dans le centre média juste en face de l'école Diaz. C'est là que dans la nuit de samedi à dimanche, la police a fait un dernier raid. Mark est resté 12 jours à l'hôpital. Il a mis un mois à remarcher. I can never forget. I'm very angry about what they did. I'm a non-violent person. I will refuse to harm anybody or any animal or anything on this planet. I came to Genoa to I wouldn't call it present the truth because, you know, indie media is biased against capitalism and globalization, but I wanted to come and report the other side that the corporate media would not tell. The corporate media were painting the movement as very violent, and we were trying to do everything to say, look, you know, we want peaceful protests. And you know, it's sometimes lost in the story that although some organisations like Yabasta and Black Bloc did go up and, you know, use controversial violent methods perhaps and destruction of property to make their point, the vast majority were here for peaceful protest. We were formed just before Seattle in November 1999. At that time at Seattle there was just one website that had over 2 million hits afterwards, and everyone on the web, you know, activists, protesters, everybody realised the power of the internet, and thus, you know, Indie Media was born. Today we have a worldwide network of, you know, websites in 105 cities worldwide in 70 countries. Indie Media has been accused many times of organising these demonstrations, but we do not. That is done by email anyway. At Genoa, over 450 Indie Media people came from many different countries worldwide to come to the Diaz. They brought their laptops. We set up 60 computers there. It was the biggest Indie Media operation ever. Many people arrived here not really understanding why, you know, what were the issues, you know, how do you include the views of 6 billion people worldwide when confronting the G8? It's never been done before, as such. I mean, my role here was to, as I said, to broadcast the events. I didn't realise that, you know, as I came to Genoa to report on this story, I didn't realise I would become a story. Il était près de minuit, le sommet était terminé. Les chefs d'État, les délégations et beaucoup de manifestants avaient déjà quitté la ville. Les militants qui étaient restés sont revenus dormir ou se reposer à l'école Diaz, en face du centre média. Les policiers sont entrés. Sur les 93 manifestants qui se trouvaient dans l'école, 62 ont dû être amenés à l'hôpital San Martino de Gênes.
12 ont subi des blessures graves. Tous sont encore accusés d'avoir organisé les émeutes et participé aux destructions. Officiellement, le mandat de perquisition indiquait qu'ils venaient rechercher des Black Blocs, des anarchistes, des violents. Depuis un an, les preuves avancées par la police ont toutes été contredites. Les 2 cocktails Molotov, trouvés le soir du raid, avaient en fait été placés là par les forces de l'ordre. Un rapport d'experts a également prouvé que le policier qui avait dit s'être fait poignarder avait menti. This is where it happened. I came running, I was the only, Sebastian and me, we came running out, Carabinieri and the police were coming down the road here. I came running out of the road here, right, Carabinieri, and then I was over here, and then bash, bash, bash. And then I was left there without medical aid. And I just tried to stay alive. It was so hard. My whole left lung had gone, all my ribs on my left side had gone, my arm was smashed. I'd been hit over the head, right? But the only thing that saved me was slipping into consciousness. Unconsciousness, I should say. It has been a very long road back from that night for my life. The last thing I remember was this Carabinieri. He came running along like this and then leaned over, and all I saw was this 6-foot Darth Vader soldier standing above me with his baton and then straight on my head. Even when I was bleeding with all the broken ribs and punctured lung, and I couldn't go anywhere, they were still beating me. They just seem very strange that it's so peaceful here now, as though nothing ever happened. I just hope this never happens again. I don't want more people to die. What for? It's crazy. I mean, I have nightmares every night. I can't sleep. I just hear the screams. It's the last thing I remember is all the screaming coming out of this building. Sara Bartesaghi, jeune italienne de Milan. Elle aussi a été matraquée à l'école Diaz. Elle a ensuite été conduite à Bolzaneto, une caserne de police à l'extérieur de la ville où de nombreux manifestants ont été torturés. Un an après les journées de Gênes, elle hésitait à revenir pour témoigner. C'est sa mère qui l'a finalement convaincue. C'était une réunion des victimes de l'école Diaz. Ça avait un côté ancien combattant. Marc Covel était là. Giuliano Giuliani aussi. Et puis la mère de Sara, une ancienne militante communiste. Se volete posso dire un po' quello che è successo, però soprattutto quello che mi ha colpito e mi ha fatto male in questo periodo è stato che è quello che mi è stato detto un sacco di volte, che non c'entravo niente, tutti i miei amici, ma non è questo il problema, cioè che io sia una brava ragazza, che io in quel momento non abbia avuto un piercing e non abbia avuto dei tatuaggi,
cioè non ha senso, perché comunque queste cose non devono accadere a priori. Non importa che alla Diaz c'erano, come vedete, delle persone non violente e che non hanno mai fatto male a nessuno, non hanno intenzione di farlo. Non è questo il problema è proprio alla base. Queste cose non devono succedere neanche se nella scuola ci fossero stati i peggiori delinquenti del mondo, perché non è possibile, non è concepibile che qualcuno entri. Non sono stata picchiata durante i 3 giorni di manifestazione, ho chiesto ai miei 2 simpatici amici di accompagnarmi a prendere lo zaino alla Diaz. Dai, andiamo a prendere lo zaino insieme, 5 minuti poi prendiamo il treno. Così non è stato e siamo entrati lì. Eravamo lì, mi stavo lavando i denti, è entrata la polizia devastando tutto. Io non ho ragionato, abbiamo iniziato che forse era meglio stare lì fermi con le mani in alto, ma a quanto pare non sarebbe cambiato nulla, e ci siamo messi a correre sulle scale. Siamo arrivati io e Matteo, Ivan l'abbiamo perso a un certo punto, ci siamo nascosti in un bagno e abbiamo sentito la furia della polizia che saliva e le luci che si accendevano, ci hanno manganellato e veramente la cosa più scioccante è vedere la loro voglia di farti del male. Veramente tu li vedevi che loro proprio godevano nel farlo, e questo che più ti sciocca. C'è un poliziotto che mi ha preso sotto braccio, probabilmente, come ho già detto, perché mi sanguinava la testa e poi ero italiana e non avevo molti piercing, quindi insomma potevo essere anche una persona normale, e mi ha preso sotto braccio e diceva agli altri poliziotti di non picchiarmi, perché secondo lui, appunto, non so perché, ma comunque non doveva perpetrarsi la violenza, e loro non riuscivano a trattenersi proprio, non ce la facevano, continuavano a manganellarmi, sputarmi in faccia, dirmi proprio, c'era una tale forza, una tale violenza, una tale cattiveria che non ho mai visto prima. Poi ci hanno messo tutti in basso alla stanza, ho visto nei pianerotti delle scale la gente ammassata, tra cui Matteo, e tutti i poliziotti che scendevano dalle scale continuavano a manganellare su di loro. Sotto, quando eravamo tutti insieme riuniti a chiamare l'ambulanza, dicevano che l'ambulanza l'avevano già chiamata e di non preoccuparci. Prendevano quei manganelli, avevano trovato, sembra, una maglietta nera, l'hanno presa con i manganelli, dicevano guarda cosa abbiamo trovato, come se una maglietta nera volesse dire qualcosa. E poi dicevano così vogliamo vedere se dopo quello che vi abbiamo fatto, vogliamo vedere se la prossima volta ci tornate a manifestare ancora. Di qui una serie di cose, insomma. Poi sono andata in ospedale mentre i medici, mentre mi cucivano la testa, mi dicevano che avevo quanti danni erano stati fatti alla loro Genova, e poi c'erano gli stranieri che mi facevano leggere le loro carte che erano state c'era scritto che si erano fatti male durante le manifestazioni, e invece io come italiana avevo fatto scrivere che ero stata manganellata dalla polizia. C'era una ragazza vicino a me che in semi-incoscienza, con tutta la mandibola spaccata, e comunque lì in un angolino dell'ospedale, poi è stata trasportata subito con a Bolzaneto. E a Bolzaneto delle croci rosse in faccia col pennarello per distinguere i manifestanti che venivano dalla Diaz dai manifestanti che venivano da sconti di piazza. Tutti i tipi di insulti, un ragazzo con una gamba rotta messo al centro della stanza perché era una cosa molto simpatica da fare, eccetera. Così poi tutto forse ne avete già. Noi purtroppo queste cose le abbiamo già sentite un sacco di volte, continuiamo a ripetercele fra di noi, e finché queste cose non andranno sui media, alla televisione, sui giornali, veramente noi, lo so, le avete già sentite queste cose, è inutile continuare a farci del male, perché le sappiamo già. Purtroppo queste cose devono arrivare a qualcun altro, e spero che facciamole arrivare, non so cosa dire. Ciao.
giornata da stato di polizia che sembra non finire mai. Pochi minuti dopo la mezzanotte la polizia ha iniziato un'irruzione all'interno del centro stampa del Genoa Social Forum, dove si stava lavorando alla raccolta di prove sulle violenze in queste due settimane. Oggi l'azione di disobbedienza civile. Siamo chiusi dentro all'interno di Kennedy, ma questi continuano ad avanzare a sparare. Aujourd'hui, Leila Dakli enseigne l'histoire sociale dans un UT à Rennes. Federico poursuit ses études de droit à Bologne. Bientôt, il sera avocat. Giuliano Giuliani s'est présenté à la mairie de Gênes sur la liste des démocrates de gauche. Il n'a pas été élu. Marc Covel est toujours accusé d'avoir organisé les destructions lors des manifestations du G8. Il prépare son procès. Sarah est retournée à Milan. Sa mère a redécouvert l'engagement. Elle a fondé le comité Vérité et Justice pour faire la lumière sur les violences policières. Au total, 450 manifestants sont encore accusés d'avoir participé aux destructions de la ville. Ils encourent des peines de prison de 8 ans et plus. Mario Placanica, le carabinier accusé du meurtre de Carlo Giuliani, nous a demandé 30 000 € plus TVA par le biais de ses avocats pour répondre à nos questions. Jusqu'ici, il a évoqué la légitime défense. Pour le raid sur l'école Diaz, 80 policiers ont été mis en examen. Ils sont accusés de faux témoignages et de calomnie. Pour beaucoup de manifestants, Gênes aura été une tentative de briser le mouvement anti-mondialisation. Pour Silvio Berlusconi, le G8 de Gênes fut un sommet réussi. Les procès vont se poursuivre toute l'année, et sans doute plus encore. Une dernière chose enfin, cette route mène à la caserne de police de Bolzaneto.